Il y a quelques mois, j'ai touché le fond en faisant un burn-out et aujourd'hui, je vous explique comment j'ai fait pour m'en sortir. Alors, si vous le voulez bien, on va déjà remonter dans le temps. On va remonter déjà la première étape de ma vie qui est importante, c'est la rupture qui a eu lieu courant décembre 2024 et qui déjà, première balle dans l'aile parce que bien sûr, inévitablement, ça m'a impacté, ça m'a touché. Pour tous ceux qui se sont séparés et qui ont vers mes tranches d'âge, on sait très bien que c'est impactant. D'ailleurs, ceux qui sont séparés avant aussi, ça impacte tout le monde. Voilà, ça met une certaine forme de, je le disais bien tout à l'heure, balle dans l'aile quoi, avec voilà tout un quotidien à se réapproprier, un rythme, et puis surtout le fait d'être affecté, d'être touché psychologiquement, ça pour le coup je sais que ça a été déjà une première étape qui a, je pense, un peu favorisé le précipice qui m'attendait derrière. Puisque dans le même temps, en même temps qu'avait lieu cette belle période, dirons-nous, effectivement, au travail, ça faisait déjà quelques mois que je tirais sur la corde, j'en avais totalement conscience. D'ailleurs, j'avais commencé à regarder les posts, je regardais vraiment ce qui se passait sur le marché, j'avais postulé, j'avais fait quelques entretiens qui s'étaient pas bien passés parce que blabli blablou. Enfin, j'avais bien conscience que j'étais pas dans un environnement qui favorisait mon bien-être à cette période-là, du moins ça augmentait mon stress, ça augmentait ma pression, dont celle déjà que je pouvais mettre. Donc là, on partait sur un cocktail explosif et j'étais pas du tout dans le déni, je cherchais vraiment à m'en sortir. Sauf que je trouvais pas de porte d'issue. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a fait défaut. Parce que je pense que si à un moment donné j'avais mis cette rupture de rythme avec aussi cet espoir dans l'autre chose, pouvoir me projeter en tout cas dans un autre quotidien, dans une autre entreprise, peut-être que ça aurait un petit peu relancé la machine. Or là, je suis restée bloquée et clairement, pour le coup, je n'avais pas d'issue et j'avais bien conscience que mon quotidien devenait de plus en plus difficile, de plus en plus exigeant, que je perdais de plus en plus pied. Et donc je voyais tout autour de moi s'écrouler tout mon monde sans pouvoir réellement y faire grand chose et je me disais même plus j'attends et moins j'aurai d'énergie pour me relever. Donc là je commençais à paniquer. Comme je l'avais aussi expliqué dans une précédente vidéo, j'ai commencé à avoir des symptômes aussi qui montrent simplement de la fatigue physique et morale et surtout morale avec les symptômes classiques du burn-out qui sont l'épuisement moral, le sentiment d'être vidé, d'avoir perdu tout sens dans ce que vous faites dans votre quotidien, d'avoir aussi ce brouillard mental, cette incapacité à vous concentrer et même parfois d'avoir des pertes de mémoire. Et puis voilà, d'expérimenter cette sorte de fatigue physique avec aussi une difficulté à l'endormissement, des réveils nombreux et nocturnes et qui font que de toute façon vous avez une qualité de sommeil qui est fortement amoindrie. Et pour couronner le tout, vous vous levez le matin, étant donné que vous avez mal dormi, vous êtes irritable et bien sûr vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer, etc. Et donc vous perdez en efficacité. Et donc là, c'est un petit peu, comme je vous disais, c'est l'avalanche, c'est le monde qui s'écroule parce que il n'y a aucun moyen de se rattraper à quelque chose, tout s'effondre. Quand je lis un petit peu les classiques du burn-out selon la World Health Organization, c'est-à-dire l'accent anglais, on a de l'épuisement, perte d'énergie, distanciation mentale du travail, baisse de l'efficacité professionnelle et aussi des troubles physiques associés que peuvent être des maux de ventre, des céphalées ou du sommeil non réparateur. Je pense qu'on en a plein d'autres et que presque chacun expérimente un petit peu à sa façon. Donc comme vous l'aurez compris, l'origine de cet état qui était soit proche du burn-out, soit j'étais dedans, le fait est que j'avais énormément de symptômes et aussi que j'ai complètement perdu pied. Là j'ai vraiment lâché la rampe, les gars, allez-y sans moi, je vais vous ralentir. Et donc comme vous l'aurez compris, c'est pas uniquement un contexte professionnel, c'est aussi un contexte personnel qui fait que tout en même temps, tout à gérer, devoir me relever de ma rupture et en même temps de redoubler d'efforts pour un contexte professionnel de plus en plus exigeant fait que j'y suis jamais arrivée et que de toute façon j'étais en train de m'embourber totalement. Et donc voilà, il n'y a pas une seule raison, il n'y a pas un seul motif. D'ailleurs je pense qu'on est tous humains et que généralement quand on perd pied comme ça, c'est une accumulation de plein de petites choses de votre quotidien qui font qu'à un moment donné, poum, ça explose. Je pense que je vais aller rapidement sur les faits, mais à un moment donné, il y a eu une discussion avec ma précédente entreprise, mon précédent employeur, où on s'est mis d'accord de se quitter. Et donc je suis partie sans bruit, sans égard. J'ai dit au revoir à personne. Il y a un jour, je ne suis pas revenue. D'ailleurs, je crois que mon dernier jour, je ne savais même pas que ça allait être mon dernier jour.
Bon, bref, là c'est pas très important, mais par contre je suis partie brutalement de mon précédent employeur qui montre que voilà, il y avait une situation suffisamment urgente. Et donc je me suis retrouvée à me dire que vais-je faire maintenant que je n'ai plus rien à faire, que j'ai plus de travail. Et donc j'ai décidé de partir en convalescence à la campagne chez mes parents parce que je crois que j'avais conscience que même gérer le quotidien, c'est-à-dire de faire mes courses, de m'organiser avec mon chien, tout ça, même ça, moi qui suis seule et célibataire, c'était déjà trop. J'étais en train de décliner et je sentais bien que vraiment tout m'échappait. Là c'était le brouillard mental. D'ailleurs je vais vous dire une chose, je n'arrivais même plus à prendre une décision simple. Ce qui montre que ça n'allait pas. Et donc là dans le calendrier, nous sommes mi-mai. Mon anniversaire étant mi-mai, finalement j'ai eu l'occasion vraiment de partir définitivement de cette entreprise et de pouvoir voilà, enfin me reposer. J'ai eu cette grande chance aussi d'avoir des parents qui pouvaient m'accueillir à la campagne, en plus dans un environnement totalement différent de ce que je vivais, expérimentais. Et donc voilà, c'était joyeux anniversaire, tu peux partir à la campagne, va te reposer, change d'air, et puis surtout, là honnêtement, quand je suis arrivée, j'ai posé mes valises et j'ai laissé toute ma vie à mes deux parents, débrouillez-vous, j'étais plus là. Alors je dis ça, mais en plus de ça, c'est pas totalement vrai. Durant cette convalescence, je vais surtout très rapidement faire des allers-retours à Paris pour pouvoir passer des entretiens simplement parce que j'étais quand même déjà depuis quelques mois sur des pistes et donc là il y en avait deux qui avaient mordu. À ce moment-là, évidemment c'est toujours comme ça dans la vie, c'est tu cherches, il se passe rien, puis une fois que voilà, tu as presque trouvé une solution alternative, en fait on te rappelle et on te dit viens passer des entretiens, donc j'ai pas rien foutu, mais si t'enlèves ces allers-retours sur Paris, honnêtement, je n'avais plus rien du quotidien à gérer et ça m'allait très bien. Il va se passer diverses choses durant ces environ 3 mois, un peu plus de 3 mois et demi de convalescence qui sont allés de mi-mai à fin août. Alors tout simplement, parce que comme ça j'en parle et j'en parlerai plus, c'est que finalement le fait d'avoir passé ces entretiens, donc j'avais 2 pistes, j'ai été au bout de tous les entretiens, j'ai eu 2 offres et bien sûr j'en ai accepté une et très vite la date de démarrage est tombée au 1er septembre, donc en fait j'ai été fixée assez rapidement, courant juin ou début juillet en tout cas, que voilà, j'avais enfin une suite qui m'attendait à la rentrée, mais je ne savais pas encore dans quel état j'allais être. Donc on remonte dans le temps, on revient mi-mai, donc j'arrive, je pose mes valises et je m'en remets tout. Et donc pour la deuxième fois, va se passer des choses. La première chose, c'est que je vais dormir et énormément dormir. C'est-à-dire que je pouvais dormir une nuit de 9 ou 10 heures. Il me fallait encore ma plus énorme sieste de la vie l'après-midi. J'ai constaté que mon corps était épuisé. Et ça, j'en avais pas conscience. Je me sentais fatiguée comme on se sent fatigué à un moment donné quand ça va pas dans une vie, mais d'avoir cette carence de sommeil de nombreuses heures, j'avais pas idée. Et je pense que j'ai fait des siestes vraiment sans aucun manquement pendant 2 mois. Et j'ai dû dormir, je pense, une quinzaine d'heures par jour si tu cumules la nuit plus les siestes. Donc vraiment, il y avait un fait d'état. J'étais épuisée, mon corps était épuisé. Mais je vais décider quand même de faire diverses choses pour favoriser le fait d'aller mieux. La première chose, c'est que j'avais une psy sur Paris qui m'avait suivie il y a quelques années et j'ai décidé de reprendre contact avec elle et de suivre des séances à distance en visio, que déjà elle me connaît très bien, puis je la trouve géniale, donc c'était parfait. Et donc ça a été aussi une énorme aide de pouvoir échanger régulièrement avec ma psy sur ce que j'avais vécu, parce que j'estime que dans la reconstruction, c'est presque inévitable d'avoir un soutien, un accompagnement psychologique. Il ne s'agit pas de penser ici qu'on est tous des fous, non. Simplement, effectivement, dans des périodes de vie où ça devient un peu plus compliqué, je recommande vraiment à tout le monde et surtout si vous ressentez le besoin, appeler de l'aide. Et puis je pense que vraiment ça ne peut pas faire de mal, bien au contraire, ça change une vie. D'ailleurs moi je dis qu'elle m'a 2 fois changé la vie, il y a 10 ans et là cet été où vraiment elle a été cet ange gardien qui se pose sur votre épaule et qui change toute votre vision des choses. Donc exceptionnel, allez-y. Donc je vais voir la psy, je décide aussi de me lancer dans un bilan de compétences, en bonne et due forme, en passant par les crédits CPF, parce que je me dis que c'est le bon moment aussi dans ma carrière de me poser la question si je suis sur la bonne piste. Et aussi je pense que j'avais un peu peur du vide et du coup je me disais tiens, si entre les allers-retours sur Paris pour les entretiens, plus la psy, plus
Le bilan de compétences, ça va rythmer mes semaines et je vais pas avoir l'impression d'être inutile et de rien foutre. Alors ça, chacun sa sauce, hein. Mais avec moi, je pense qu'il fallait cette recette parce que je ne crois pas que j'aurais pu rien faire. Il fallait que je sois quelque part en mouvement, et en parlant de mouvement, pour ceux qui ont vu aussi ma dernière vidéo, c'est à cette même période que j'ai commencé à courir. Enfin, j'avais déjà commencé quelques mois auparavant, mais là, d'avoir un calendrier complètement libre et disponible m'a permis aussi, voilà, de sortir. Étant donné que j'ai un chien et que mes parents ont des chiens, on a fait des balades, on a fait des heures et des heures de balades, de me marcher, de respirer l'air marin, l'iode. À la campagne m'a énormément fait de bien, de laisser ce quotidien gérer. J'avais rien à faire, rien à penser, rien à gérer, juste moi, j'avais mon timing. J'ai passé aussi énormément de temps à lire au soleil. Je pense que vraiment j'ai passé des heures carrées, c'était mon rituel de l'après-midi. Quand il faisait beau, en tout cas, c'était mon petit plaisir. Je regardais les chiens s'amuser dans l'herbe et moi j'étais en train de lire mon petit bouquin peinard. Donc c'est vrai que finalement le cocktail pour la remise en forme était vraiment bien présent. Et il faut dire que j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance d'avoir la capacité matérielle et aussi d'un point de vue temps organisation de pouvoir faire toutes ces choses. J'ai bien conscience, mais à la fois je pense que de toute façon poursuivre ma vie à Paris n'aurait pas été possible parce que ça aurait été la décadence là. Alors pourquoi selon moi tout ça a aidé? Première chose, c'est que je pense que quand on fait un burn-out, le changement d'environnement ne peut que aider. Alors surtout si on passe de l'hyperactivité, le bruit, le mouvement à le silence, le calme, la nature. Déjà, on a un stress cognitif qui va pas être le même et qui va pas agir pareil sur le corps, donc ça ne peut être que bénéfique. Il y a eu aussi ce ralentissement de calendrier avec un quotidien extrêmement calme qui a pu aussi avoir un impact de ralentissement sur mon corps et mon esprit. J'avais plus besoin de penser à 1000 à l'heure, de faire 4 trucs en même temps ou d'anticiper 3 trucs. Je pouvais juste apprécier le moment maintenant et puis il n'y avait plus d'obligation. Hein. Aussi évidemment l'accompagnement par une psychologue et ma coach qui a fait le bilan de compétences était une psychologue du travail, donc pareil, c'est la clé. Je dirais même presque, s'il y a un truc à retenir, je pense que je ne retiendrai que ça. Ça a été le pilier et tous les autres autour, ça a été des éléments de confort ou qui ont aidé, mais en réalité, ce qui a fait qu'il y a eu un rebond, de toute façon, ça a été la psy. Le fait de lire mon petit livre dans le jardin, d'aller me balader, d'aller courir à pied toute seule le long de la mer, de toute façon, ça a été aussi un merveilleux moment pour me reconnecter à moi, mon enfant intérieur, à ce qui lui faisait plaisir. Et aussi vraiment respirer au sens littéral, parce que je pense que j'avais le souffle très court depuis des mois. Donc ça a été aussi très fortement apprécié. Et en plus, comme de par hasard, dans la littérature, on dit qu'il y a 2 éléments clés pour aider à se remettre d'un burn-out. La première chose, c'est évidemment l'accompagnement psychologique, et la deuxième chose, c'est le mouvement, l'activité physique. Donc voilà. Je vais pas dire sans le savoir, je l'ai fait parce que je pense qu'il faut pas non plus être un petit génie pour se dire que ce sont des éléments essentiels qui font que vous allez vous relever. Mais écoutez, vraiment dans le mille. Hein. Comme quoi parfois je réserve le meilleur, on ne croirait pas comme ça, mais finalement. Comme vous l'avez compris, donc j'avais cette date de reprise, en tout cas de démarrage de mon prochain CDI au 1er septembre, mais en fait, il n'y a rien qui me garantissait que ça allait aller. Et donc je me suis laissée vivre. Mais en vrai, moi j'ai vraiment laissé ce quotidien se dérouler sous mes yeux et j'étais complètement spectatrice et pas du tout actrice. Et à un moment donné, j'ai réalisé que ça allait mieux. Que ça allait mieux parce que, par exemple, le soir quand je m'endormais, alors c'est un truc que je fais aujourd'hui, je fais beaucoup de projections de visualisation le soir pour m'aider à m'endormir. Et là, je me projetais à ma rentrée sur Paris et tout à coup, je me suis rendu compte que mon appartement me faisait plus peur, que les trajets en métro, je les visualisais bien et que c'était plus rattaché à quelque chose de difficile et de douloureux. Donc j'étais en train de dissocier Paris de la crise existentielle ou de la souffrance ultime. J'étais en train de me reprojeter dans un quotidien et en me disant c'est ok, ça marche, on va le faire.
J'ai trouvé aussi que j'avais du peps, j'avais envie de rire, j'avais envie d'être ouverte aux autres. C'est comme si finalement la vie revenait à moi, quoi. C'est triste à dire, hein. Mais vraiment c'est un peu vous voyez une plante morte là, elle a plus d'eau, elle est sèche, elle a une couleur terne, et puis hop tu lui refous de l'eau, puis d'un coup elle regrandit. Mais c'est un peu comme ça, je vois un peu les choses de cette manière-là. Et donc pour finir cette vidéo, aujourd'hui quand même, je m'estime pas du tout à l'abri que ça ne revienne pas dans ma vie. Malheureusement, je me dis, mon corps, il a une mémoire, et à tout moment, il peut reproduire. Lui, c'est simple pour lui, donc je fais attention à des choses, j'ai des clés, et je vais vous les partager maintenant, j'en ai 5. Donc mes 5 piliers pour mettre sous contrôle ces petits signaux d'alerte. Je vais vous dire des trucs basiques, et qui vous semblent évidents, ouais, mais en même temps, c'est la base. Première chose, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que je surveille. Jamais trop gras, trop sucré, trop salé. J'ai remarqué, sur moi en tout cas, que dans des périodes où je suis un peu plus fatiguée, où je suis un peu plus irritable, où j'ai moins d'énergie, où je me sens moins bien, si je mange l'un des 3, je vais me sentir encore pire, soit juste après, soit le lendemain. Donc je veille aussi, c'est un petit peu comment entretenir la machine. J'exclus pas évidemment de faire, mais je surveille, il y a un bon équilibre. C'est 80% sain et de temps en temps 20% de... Parce qu'il faut quand même vivre, hein. Je vous épargne des fruits, des légumes, pas d'aliments transformés, vous savez tout ça. Mais par contre, il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai, sur la période de la convalescence, arrêté totalement la caféine. Je me suis dit que mon corps était largement stimulé, on allait le laisser tranquille. Donc ça aussi, et d'ailleurs aujourd'hui, je fais attention à ma consommation de caféine. Je vois bien que de temps en temps, ça a tendance à me surstimuler. Et pas dans le bon sens du terme, donc je fais gaffe, simplement je vérifie, j'essaie de faire 1, 2, mais maximum 2 cafés par jour, et le reste, tant pis, hein, j'ai qu'à aller faire un tour de piste moi, pour me donner un coup de fouet, tant pis quoi. Évidemment aussi pour l'alcool, j'enfonce des portes ouvertes, je sais, hein, mais c'est essentiel. Quand vous commencez à vous sentir de moins en moins bien, évidemment, l'alcool va pas améliorer les choses quoi, c'est-à-dire le lendemain tu payes double tarif, et ça fatigue en plus ton corps, ça stresse ton corps. J'ai remarqué grâce à cette jolie petite anneau connecté qu'en réalité, quand je bois de l'alcool, le lendemain, j'ai des alertes de partout en disant vous avez fait un truc étrange mais vous êtes totalement stressé. Mais non, je suis pas stressée. Ah mais si votre corps il est totalement stressé. Donc bon, voilà pour la partie food and beverage. Pour la partie aussi sommeil, je dors minimum 7 heures par nuit et même j'ai une routine du soir qui fait que une demi-heure, voire plus si je peux, avant de me coucher, extinction de tous les écrans. Il n'y a plus rien, je veux plus rien entendre, plus rien, vous n'aurez plus de nouvelles de moi à partir de 22h30. Je suis censée avoir tout éteint et ça facilite mon endormissement, la qualité de mon sommeil et le lendemain je me lève comme une fleur et de bonne humeur, donc franchement ça vaut le coup. C'est un renoncement parce que c'est vrai, je me couche très tôt, mais à la fin je sais que je le fais pour me sentir bien le lendemain, pour me sentir en forme le lendemain, pour me sentir bien dans ma tête le lendemain. C'est essentiel et si j'ai pas mes 7 heures de sommeil, bah attention quoi, mon burn-out c'était hier. Ensuite évidemment on peut pas donner des conseils sans parler du mouvement et de l'activité physique. Si vous avez vu ma précédente vidéo, effectivement je m'entraîne à la course à pied, j'essaie de faire 3 sorties par semaine. Si je peux pas, j'essaie au moins de faire 30 minutes de marche par jour. Tout simplement parce que ça m'aide énormément, c'est une bonne habitude que j'ai prise en Bretagne et j'estime qu'il faut absolument que je la garde, elle me fait du bien. Et donc le mouvement en règle générale m'aide beaucoup, ça m'aide à vidanger mes émotions, mes frustrations, mes tensions. Donc pour moi c'est devenu un outil essentiel, je ne pourrais pas faire sans activité sportive. Ensuite, 4e conseil, si je sais bien compter, ce qui n'est pas le cas à mes risques et périls, c'est nourrir l'enfant intérieur. Vous pouvez tout à fait passer une semaine normale, lambda, et vous sentir épuisé, éreinté de mauvaise humeur, tout simplement parce que vous avez passé votre semaine à faire des choses que vous n'aimez pas et dont vous n'avez pas envie. Pour moi, il est impossible de laisser passer une semaine sans prévoir des moments pour moi où je vais nourrir mon enfant intérieur. Simplement, c'est faire des activités qui ne sont pas une corvée, qui sont vraiment de la pure récréation. Et d'ailleurs, ces vidéos que je fais en font partie. C'est là où je m'amuse et pour moi c'est juste de la récré. Et c'est aussi le cas pour la peinture, donc tout ce qui peut vraiment participer au fait que je vidange aussi d'une autre manière que de la course à pied, où je m'amuse aussi et où j'en ai une forme d'excitation quoi. Et enfin le dernier conseil qui est le 5e conseil, ce qui est le plus difficile pour moi et que je suis encore en apprentissage, c'est apprendre à dire non. Alors à dire non à un projet en plus, à des heures supplémentaires ou simplement une sortie, un dîner entre amis pour lequel vraiment vous vous sentez pas du tout prêt
vous n'avez pas du tout d'énergie, je pense que c'est essentiel d'apprendre à dire non tout simplement, de se mettre en priorité, de reconnaître quand là vraiment aujourd'hui ça marche pas, j'ai besoin de temps calme, j'ai besoin d'être seule ce soir et auquel cas je pense qu'il faut le verbaliser. Parce que le burn-out en fait il se nourrit d'une surcharge, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre les demandes et les ressources. Et donc une des clés inévitablement c'est de limiter les sollicitations inutiles et donc c'est charge à vous de faire votre priorité. Donc si à un moment donné là ça part dans tous les sens, boum, hop, vous faites vos priorités, vous dites là ça c'est pas utile, ça je peux le mettre plus tard, ça machin. Et à un moment donné c'est ça qui est essentiel aussi, c'est de revoir ses priorités et puis aussi de se mettre simplement son confort, son bien-être personnel tout en haut de la pile. Dans la littérature, bien sûr, on peut retrouver des conseils, donc là c'est pas de ma petite tête, c'est simplement quelques recherches utiles parce qu'il faut quand même pas que vous risquiez de partir de cette vidéo sans avoir en tout cas les conseils fondamentaux. Le premier conseil qu'on retrouve dans la littérature, c'est évidemment le suivi, l'accompagnement psychologique, je vous l'ai dit, mais je pense que vraiment c'est la base. Il faut commencer par ça. Ensuite, c'est savoir structurer son temps de pause et son temps de récupération. Je dirais quand même qu'il faut que vous ayez l'image que vous êtes un sportif de haut niveau et que comme le sportif de haut niveau, il y a les moments où il met l'intensité et l'effort et les moments où il récupère. Voilà. Et donc en fait, c'est pareil pour tout homme. Ça veut dire qu'au travail, c'est ok de passer quelques jours d'affilée sous haute intensité. Ça arrive, ça dépend de la nature de votre emploi. En revanche, il ne faut pas que ce soit une habitude et il ne faut pas que vous soyez tout le temps dans le rouge pour pouvoir être performant et pour pouvoir surtout être bien dans votre tête et dans votre corps. L'essentiel, c'est d'avoir ce juste équilibre et de savoir aussi avoir ses temps d'activité et ses temps de repos pour pouvoir mieux revenir. Et aussi, je pense qu'il faut éviter l'illusion de « non mais je peux tout absorber, je peux tout faire, non mais je peux gérer, non mais je suis forte ». Parce que je vais vous dire un truc, s'il y en a bien une ici dans la pièce qui est convaincue d'être un warrior, un mutant, un alien, capable de tout endurer, qui a des épaules solides, c'est bien moi. Et je peux vous assurer que ça m'a fait mal quand j'ai réalisé qu'en fait j'étais en train de perdre pied parce que simplement j'étais pas capable. J'ai un très fort ego, j'ai toujours pensé que de toute façon moi typiquement ce genre de choses ne pourrait jamais m'atteindre parce que je pouvais endosser quoi. Eh bien non, on ne peut pas tout absorber et au-delà de ça il faut absolument agir avant que ça explose quoi, parce que ça explose, voilà. Puis après une fois que ça a explosé, c'est très chiant à se remettre, c'est très long. En plus, toi t'es là en train de regarder ton chronomètre en te disant mais comment ça se fait que ça a toujours pas mieux au bout de 3 jours. Au bout d'une semaine, t'es en train de te demander mais comment c'est possible parce que là c'est bon, j'ai bien dormi quoi et en fait il se passe rien. T'as toujours le goût de sel et du vide dans la bouche et qu'il se passe toujours rien. T'as toujours envie de rien, t'as toujours l'énergie pour rien. On se rend pas compte à quel point ça va être long et bon bah voilà, pour être passé par là, je peux vous dire c'est long. Donc avant que ça explose, si on m'avait dit, je pense que j'aurais agi beaucoup plus rapidement. Ça m'aurait coûté. Mais en fait, d'ailleurs demain, je saurais le faire du coup, parce que ça va. J'ai un ego monstrueux, mais quand même, à un moment donné où je suis lucide. Voilà, j'ai plus l'âge de me mentir à moi-même, enfin du moins en tout cas, après avoir vécu ce que j'ai vécu. C'est plus possible, c'est plus compatible, donc il faut se résoudre. Dans la littérature aussi, il nous conseille de veiller l'équilibre pro-perso. Je ne peux être que d'accord, voilà, je pense que chacun a ses limites, puis chacun a ses priorités aussi, hein. Il y en a pour qui le gasoil c'est la vie perso, il y en a pour qui le gasoil c'est la vie pro, il y en a pour qui le gasoil c'est 50-50, on est tous différents. Mais en tout cas, faut savoir aussi le doser et le doser au bon endroit, parce que parfois aussi on se ment. On a l'impression que en fait, le gasoil il peut aller que dans le côté pro, mais non. S'il n'y a rien de perso, il se passe rien, auquel cas c'est la tristesse. Et c'est la décadence. Ensuite, la littérature vous conseillera bien sûr de faire des activités de relaxation, tout ce qui est yoga, méditation, faire des câlins aux arbres dans la nature, rouler dans l'herbe, peu importe ce qui vous ira, mais l'idée c'est en tout cas d'avoir ces temps calmes, un peu comme les enfants, vous voyez, avant de les coucher, hein. On se calme, moment lecture, tout ça, voilà, ça favorise la récupération et c'est essentiel. Et enfin, dernier signaux et non des moindres, c'est d'éviter de minimiser les signaux d'alerte, no shit. En fait, le problème c'est qu'on se ment. Et je pense que c'est le plus gros problème n'est pas qu'on ne les voit pas, ils sont là et de toute façon il y a un moment donné, plein de raisons, quand tout déconne, ton corps il commence à déconner dans tous les sens, c'est comme s'il y avait un bug dans la machine, le cerveau il marche plus, parfois t'as des douleurs par-ci par-là, enfin bref, tout commence à partir en vrille et t'es là, t'as les deux mains
dans les yeux et tu veux rien voir. Et je pense que c'est ça, c'est le déni. Ou c'est le ça va passer. Et ben ça passera pas. Ça peut. Toujours pareil, Pareto, 80-20, il y a 80 de chances que ça passe pas. 20% de chance que ça passe. Faites ce que vous voulez. Mais notez juste quelque part, le burn-out ne se résorbe pas tout seul. Voilà. Il part pas comme il est venu, donc je le raccompagne à la porte. Enfin voilà. C'était une vidéo un peu personnelle, comme toutes. Alors, très important, on n'a pas parlé aussi des bienfaits. Et je pense aujourd'hui, en conclusion, que évidemment derrière toute difficulté il y a une espèce de miracle. J'en suis persuadée, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je peux le dire, avant je le savais pas, mais avant je vivais la vie de quelqu'un d'autre, hein. On va pas se mentir, hein. C'était pas moi, c'était pas fait pour moi, ça n'allait pas, j'étais pas heureuse du tout, rien dans ce que je faisais qui allait. Et là j'ai l'impression de me réaligner, en tout cas je le vois parce que je suis de nouveau pleine de vie. Que je suis de nouveau loufoque, que j'ai de nouveau envie de rigoler et que j'ai envie tout simplement de vivre un peu comme il y a je pense même 10 ans. Je m'étais un petit peu égarée sur le chemin et j'ai la sensation, alors peut-être c'est un leurre et c'est pas grave parce que ça m'aura fait quelques mois de bien-être vraiment très agréable. Mais j'ai vraiment l'impression que ça m'a remis dans, je pense, une projection qui me ressemble plus. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression d'être extrêmement carriériste. Je n'avais que l'ambition, c'était de me rendre fière, de me rendre fière, de me rendre fière. Et encore, vous l'aurez deviné, de me rendre fière. Et pour ça, c'était travailler pour les entreprises les plus prestigieuses, des postes qui montaient graduellement en responsabilité et je me voyais pas autrement et je me suis dit voilà je vais me montrer que je suis capable d'eux et en fait c'est comme si le burn-out il a fait switcher ce truc là et j'ai fait mais pas du tout. Mais en fait toi Camille ce que tu veux c'est juste te faire plaisir et en fait te faire plaisir c'est pas rester enfermé dans un bureau de 8h30 à 19h30 tous les jours grand minimum et te faire fouetter. Bref, non, c'est pas ton rêve. Non, c'est pas du tout ton rêve. Et je pense que j'en avais pas conscience, voilà. Il aura fallu que j'expérimente ça. Et je m'en veux pas. Mais en tout cas, oui, c'est une bénédiction, bien sûr. Bien sûr. Même j'ai pu créer des moments, j'en ai parlé dans ma vidéo de sport, mais j'ai pu créer des moments, des souvenirs avec ma famille, avec mon père notamment dans la course à pied que je n'aurais jamais eu l'occasion de le faire. Je n'aurais jamais eu l'occasion de passer 3 mois et demi à m'entraîner avec mon père et à faire des sorties et ça nous a liés je pense d'une manière où de ma vie, et surtout pas à 33 ans, j'aurais pensé pouvoir me lier parce que normalement on reste pas autant de temps chez ses parents à cet âge-là. En tout cas, j'en retire beaucoup de force, je suis beaucoup plus lucide sur comment je fonctionne. Je me montre beaucoup moins aussi, je pense que j'accepte. Et puis, il y a cette histoire de limites qui sont imposées, où je pense que c'est le plus difficile. On revient vite dans ces travers de toujours plus, de montrer aux autres qu'on a de la valeur, de montrer aux autres qu'on est capable d'absorber. Et en fait, il faut vraiment que j'arrive à me canaliser pour que tout soit plutôt smooth. Cette vidéo était vraiment d'un pur bonheur. J'espère franchement... Alors normalement on a fait le tour des grands moments de vie de ces derniers mois. D'ailleurs je pense que je vais devoir me creuser la tête pour savoir de quoi parler les prochaines fois parce que c'est bon, là on a fait le tour. C'était les événements en tout cas qui ont marqué ma vie, c'est cette dernière année je pense qu'on peut dire parce que là on arrive proche de cet anniversaire et de se dire aussi que dans la vie... c'est vrai, il y a toujours à un moment donné, quand on dit la lumière au bout du tunnel, le problème c'est qu'on sait jamais quand. Alors c'est ça le problème. Moi je pense que si on m'avait dit il y a 1 an, quand tout commençait un petit peu à tomber comme un château de cartes, qu'il me faudrait largement, enfin à mon avis bien 1 an pour m'en remettre, j'aurais hurlé en me disant mais comment ça? C'est pas possible, 1 an c'est long. Sauf qu'en fait aujourd'hui je regrette pas cette année, elle a été extrêmement bénéfique donc je regrette pas une seule seconde, un seul jour de cette année. Même si je suis passée par tous les épisodes, toutes les émotions, il n'empêche que ça fait que je suis qui je suis aujourd'hui et que j'estime que il n'y a rien à acheter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fera très plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez trouvé que cette vidéo était importante. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!